Bonjour à vous toutes et à vous tous. Dans leur premier numéro spécial de 1988, les rédacteurs du célèbre magazine économique The Economist prédisaient au travers de la symbolique la fin de l'ère fiduciaire avec des images de billets en train de brûler, avec un repère temporel. Octobre 2018, 10 2018. Et c'est effectivement à ce moment-là que l'agence Reuters, en octobre 2018, avec ma vidéo qui a fait énormément de vues, nous annonce que les Rothschild, actionnaires du magazine, commençaient à vendre leur fiducie. Et oui, mais cela ne s'arrête pas là au niveau de la symbolique, car nous avons au-dessus des billets en feu, le phénix, qui symbolise notamment la renaissance issue des cendres. Bien évidemment, dans ce contexte-là, c'est bien évidemment pour réinitialiser la réinitialisation, en tout cas d'un point de vue économique. Cela peut signifier un tout nouveau système d'échanges commerciaux mondiaux que aujourd'hui maintenant nous connaissons le Forum économique de Davos, créé par Klaus Schwab, qu'il nomme Great Reset, la grande réinitialisation, issue d'une forme de destruction du système fiduciaire actuel par le krach ou autre événement fort, notamment caractérisé par l'arrêt du trafic maritime mondial, en partie momentanément par le supertanker l'Evergiven, qui a secoué l'opinion internationale et même les secteurs économiques. Au niveau de l'alerte, nous avons le manager de gestion alternative, Michael Burry, rendu célèbre pour avoir prévu la crise des subprimes et le film Big Short dont il est la vedette. Cette fois-ci, de la même manière, il nous prévient à l'avenir, il nous prévient à l'avance de notre prochain gros problème. Pour terminer, d'autant plus que ce n'est pas la chute du Family Office Archegos Capital Management, fonds d'investissement spéculatif, qui va arranger la situation. Voilà qui plante le décor tout de suite sur plus-riche.com. Tout d'abord, nous allons sur cette alerte de Michael Burry, qui est tout à fait crédible et pertinente. Si vous me lisez depuis quelques années maintenant, vous savez déjà que je ne prête en règle généralement guère attention aux prévisions boursières, celles-ci existant, comme le dit Buffett, principalement pour améliorer la réputation des diseuses de bonne aventure. Pourtant, il y a une personne dont je valorise l'opinion économique plus que les autres par sa fâcheuse tendance à avoir raison. Il s'agit de Michael Burry. Michael Burry, un des rares à avoir vu venir et tirer profit de la crise des subprimes de 2008, un des premiers investisseurs à avoir acheté GameStop alors que la valeur était encore sous le radar. Et aujourd'hui, il poste régulièrement sur son Twitter pour nous avertir de ce qui sera selon lui notre prochain gros problème. C'est ce que je disais. J'ai prévenu la dernière fois, mais personne ne m'a écouté. Et oui, les gens disent que je n'avais pas prévenu. La dernière fois, je l'ai fait, mais personne ne m'a écouté. Donc je préviens cette fois-ci, et toujours, personne n'écoute. Mais au moins, j'aurai la preuve que j'ai prévenu. Avec Twitter, en 2008, effectivement, enfin, il n'y avait pas Twitter. Puis on était au tout début de l'émergence des réseaux. C'est sur ce tweet que Michael Burry, pseudonyme Cassandre, a ouvert la semaine dernière une série de posts sur sa page Twitter destinée à prévenir de ce qui sera selon lui notre prochain gros problème économique. Et probablement son prochain gros pari. Le problème de Burry, c'est qu'il s'exprime de manière parfois cryptique, use souvent d'ironie, et comme de cela, pour une raison qui lui est propre, il efface régulièrement ses tweets. Ceux que vous pourrez lire dans cet article ont été sauvegardés par mes soins. Super, bravo. Je vous propose donc, et c'est un récapitulatif de ces derniers postes et de la thèse d'investissement qu'ils défendent actuellement à toutes fins utiles. Mais d'abord, un bref retour sur l'homme pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est Michael Burry. Le film The Big Short, incarné bien évidemment par Christian Bale. Michael Burry est initialement un docteur en neurosciences, dont l'investissement était un passe-temps et qui s'est fait tellement remarquer par la pertinence de ses paris à la fin des années 90 qu'il en est venu à fonder sa propre société d'investissement au début des années 2000, Scion Capital. Voilà ce qu'écrit Michael Lewis sur le début de Burry dans son livre The Big Short. Lors de sa première année en 2001, le Standard Poor's 500 a chuté de 11,88%. Scion a été en hausse de 55% l'année suivante.
Le S&P a reculé de 22,1 et Sérieux a augmenté de 16%. L'année suivante, en 2003, le marché boursier a enfin tourné autour d'une augmentation de 28,69, mais Mike Burry l'a battu à nouveau avec ses investissements augmentant de 50%. D'ici à la fin de 2004, Mike Burry a géré ses 100 millions de dollars. Mais ce n'est pas par cette série de paris que Burry s'est fait connaître du grand public. Il est surtout connu surtout connu aujourd'hui pour avoir gagné plus de 100 millions en étant un des seuls à avoir anticipé correctement la crise des subprimes en 2008. Ce qui lui a valu un livre et un film au cinéma dans lequel son rôle est joué par Christian Bale. Évidemment, n'oublions pas en France, dans le monde francophone, je veux dire Pierre Jovanovic, bien évidemment, pas que lui. Surtout Pierre Jovanovic. Il a également été un des premiers à avoir noté les volumes de vente anormaux sur la valeur GameStop, qui a fait grand bruit dans les médias cette année, courant février. Ce ne sont ici que deux de ses succès les plus médiatisés, ce qui distingue Burry des autres gourous de la bourse américaine. C'est sa nature discrète, ses extraordinaires capacités d'analyse, sa tendance à avoir eu raison à la hausse comme à la baisse au cours des 2 dernières décennies, au cours des 20 dernières années. C'est quand même ahurissant. Mais trêve de récapitulatif, voyons quelles sont les inquiétudes aujourd'hui du Dr Burry pour notre future économie. Alors, bien évidemment, avant de lire la crainte numéro 1, on va se replonger, justement pour se recentrer, pour se replonger des notions et des termes connus intéressants à rappeler, notamment sur la finance pour tous, un lien très 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 intéressant. Voilà, il y a plusieurs définitions, on pourrait naviguer tranquillement, c'est vraiment intéressant. Moi je choisis bien évidemment la bourse, à quoi ça sert, et les indices boursiers, tout simplement. Alors la bourse, à quoi ça sert, pour faire un petit rappel, la bourse permet de rapprocher les agents qui ont besoin de financement, l'offre, et les agents qui ont des capacités de financement, la demande. Confrontation entre l'offre et la demande. L'offre émane des entreprises ou des États qui ont des besoins de financement. Ils émettent des titres financiers qui sont achetés par les investisseurs. La demande émane des personnes qui ont des capacités de financement et qui souhaitent investir. Il peut s'agir de particuliers, d'entreprises d'État. Les plus gros investisseurs sur les marchés financiers sont les investisseurs institutionnels. Comme sur tous les marchés, le prix dépend de l'offre et de la demande. Si l'offre est supérieure à la demande, le prix diminue pour atteindre l'équilibre. À l'inverse, quand la demande est supérieure à l'offre, le prix augmente pour atteindre l'équilibre. Si pour un prix donné, la quantité offerte est égale à la quantité demandée, cela signifie que c'est le prix d'équilibre. Avec le graphique qu'on voit ici. Intéressant. Marché primaire, marché secondaire. Le marché primaire, où sont pour la première fois offerts ou introduits les titres, c'est le marché du neuf. Le marché secondaire, où ces titres sont négociés, c'est en quelque sorte le marché d'occasion. Exemple, quand Facebook s'est introduit en bourse le 18 mai 2012, la société a émis des titres sur le marché primaire qui ont été achetés par des investisseurs. Ces investisseurs ont ensuite remis en vente ces titres vers le marché secondaire. Marché primaire. Les émissions de titres sont effectuées par les sociétés dites émettrices sur le marché primaire. Les investisseurs institutionnels souscrivent alors à des introductions en bourse, des augmentations de capital, actions ou des émissions obligataires, titres d'emprunt. C'est le lieu de rencontre entre les sociétés en quête de capitaux pour assurer leur développement et les détenteurs de capitaux. Toutes les sociétés anonymes émettent des actions, mais toutes ne sont pas cotées en bourse. Seules les plus grandes ou les plus attractives le sont. Marché secondaire. Ces mêmes titres sont ensuite proposés aux épargnants sur le marché secondaire, qui peut être considéré comme le marché de l'occasion. L'émetteur n'y intervient plus. Il existe plusieurs sortes de produits. Les plus connus du grand public sont les actions, les obligations, emprunts, et les produits monétaires basés sur les taux à court terme. Mais d'autres produits accessibles aux particuliers existent. Les marchés au comptant, où les transactions entre acheteurs et vendeurs se dénouent presque sans délai, car il existe un délai d'ailleurs sensible en termes de sécurité pour la livraison et le règlement des titres. Les marchés à terme, où les transactions conclues de manière ferme s'effectuent à une date anticipée par rapport à la livraison. Parmi les marchés fermes, on trouve les marchés d'options, où s'échangent des marchés représentatifs du droit d'acheter ou de vendre un instrument financier appelé actif sous-jacent.
les marchés organisés, et dans certains cas réglementés, ou un prestataire de services, la bourse, et désormais l'entreprise de marché organise la confrontation entre l'offre et la demande, la fixation du prix et tout ou partie des opérations qui sont associées à la concrétisation de la transaction. Marché de gré à gré où s'organise un face-à-face entre acheteurs et vendeurs avec ou sans règle de fonctionnement, avec ou sans intégration dans un réseau de fait assurant le dénouement des opérations. Donc voilà, on a aussi les différents instruments financiers. Voilà pour cette définition globale, classique. Et ce qui va nous intéresser, pour mieux comprendre ce que nous dit Michael Burry, les indices boursiers rapidement. C'est quand même extrêmement important, notamment par rapport à ma vidéo d'hier. C'est quand même assez incroyable ce qui s'est passé. Dans le but de déterminer la tendance générale des marchés, plusieurs indices ont été créés. Ces indicateurs boursiers mesurent la performance générale d'un marché ou d'un secteur. Ils sont devenus des instruments essentiels de la gestion de portefeuille et servent souvent de référence pour mesurer les performances des secteurs, des pays, mais également des géants. d'OPC. On distingue les indices d'actions et les indices d'obligations. Le baromètre le plus emblématique de la place parisienne est le CAC 40, de 40 plus grandes entreprises françaises, mais il existe de nombreux autres indices d'actions représentant des marchés d'Euronext ou des groupes de sociétés cotées. Les uns sont construits selon un critère de taille des sociétés, d'autres selon leur secteur d'activité. Intéressant. D'autres indices ont été créés. Ces derniers prennent en compte des critères originaux. On peut par exemple citer l'indice Euronext FAS IAS, le premier indice au monde sur l'actionnariat salarié. Lancé conjointement en décembre 2006 par Euronext et la Fédération française des associations d'actionnaires salariés et d'anciens salariés, FAS, cet indice mesure l'évolution des cours des sociétés ayant un actionnariat salarié significatif, celle dont 3% au moins du capital en action est détenu par plus d'un quart des salariés. Euronext Paris, CAC 40, sélection de 40 sociétés de premier plan. CAC Next 20, sélection de 20 sociétés, etc. C'est très intéressant. Puis on a les autres Euronext, etc. Donc là on voit, en dehors d'Euronext, d'autres places boursières existent. À l'échelle mondiale, chacune d'entre elles propose un indice ou plusieurs de référence. Ces indices peuvent être spécialisés dans un domaine. Par exemple, le Nasdaq de New York est principalement composé de valeurs technologiques. Le tableau ci-dessus représente les principaux nombre de valeurs, c'est-à-dire d'entreprises. A priori, Dow Jones, Standard & Poor's, les 500 plus grandes entreprises. Donc c'est vraiment l'indice boursier le plus important du monde. Le Nasdaq, les 100 entreprises technologiques. DAX 30, Nikkei, 225 entreprises, Japon et Londres, FTSE. Donc voilà à peu près, on peut repartir sur Michael Burry et sa crainte. Ah non, j'ai été trop vite, j'ai bien fait de bien préparer ma vidéo pour continuer sur le terme commun. La masse monétaire sur Andil.com. Un peu trop vite. Andil.com classique. Qu'est-ce que la masse monétaire M1, M2, M3? On y va. Qu'est-ce que la masse monétaire? Représente la quantité de monnaie qui circule dans l'économie à un moment donné. Celle-ci est mesurée grâce à des indicateurs statistiques agrégats qui sont fixés par la Banque Centrale Européenne. Cela correspond à tous les moyens de paiement qui peuvent être transformés en liquidité. Ces agrégats indiquent le niveau de liquidité de certains agents économiques et ils sont représentés par les symboles suivants. M1 qui correspond aux pièces et billets dans les comptes courants, M2 qui correspond à M1 plus les dépôts sur livret et les crédits à court terme, M3 qui regroupe M1 et M2 plus les dépôts à long terme, plus de 2 ans. Donc, pourquoi la masse monétaire? La masse monétaire permet de réguler le marché financier en adoptant des mesures qui permettent soit de remédier à une pénurie de monnaie, soit de réguler une trop grande quantité de monnaie. Elle est rigoureusement contrôlée et réglementée par la BCE, car si elle venait à être trop conséquente, celle-ci pourrait provoquer l'inflation et troubler le marché. Oui, c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment. Beaucoup trop de masse monétaire, c'est-à-dire beaucoup trop d'imprimantes. On imprime beaucoup trop. Donc là, c'est clair, on parle d'inflation, c'est très clair. Alors, pour le coup, c'est implacable, c'est une évidence. Je reviens sur pluriche.com, sur la crainte numéro
cours de ces dernières semaines, Burry a posté des avertissements suivis d'une série de tweets plus ou moins cryptiques ayant tous un sujet commun. Ah oui, l'inflation. Bien évidemment. La politique du gouvernement US invite à l'inflation, plus spécifiquement les futurs effets inflationnistes des politiques monétaires excessives appliquées durant cette période de Covid pour essayer de soutenir l'économie. On voit la masse monétaire M2 qui représente plus l'imprimante. La quantitative easing. Ne sous-estimez pas l'impact des chèques de stimulus. C'est pour ça que dans The Economist 2021, on parle de ça. C'est-à-dire insérer, pour faire continuer le jeu finalement, insérer des chèques de stimulus, tout simplement. Que veut dire tout cela en bon français? Si vous avez déjà un petit background boursier économique, les deux tweets du dessus vous parlent peut-être déjà, mais je réalise bien que la vaste majorité de la population parlait du problème de l'offre de monnaie M2 relative à l'imprimante, quantitative easing, assouplissement quantitatif de la Fed comparé à l'effet inflationniste des chèques de stimulus américains, c'est du jargon. Sur ma chaîne, on essaie vraiment d'être dans le jargon dans tous les domaines. C'est quand même assez exceptionnel ce que je propose quand même. Donc 4 lignes. Quelle est la thèse d'investissement ici pour soutenir l'économie? Les gouvernements impriment actuellement massivement de la monnaie. Cette monnaie est mise directement dans la poche des particuliers aux États-Unis via des chèques de stimulus, Insert Stimulus Fund, et directement dans la poche des entreprises en France via les aides. C'est quand même différent. Cet argent n'est adossé à aucune création de valeur réelle. C'est ce que dit Percival Mitch depuis 2007, depuis très longtemps. Et nous, on découvre ça, en tout cas moi, en octobre 2018. Plutôt que je me suis plongé dans ce domaine-là. Pour en savoir un peu plus, pour moi-même, et donc pour vous aussi, le collectif. Et merci, encore une fois, de vos partages. Quand de la monnaie est créée massivement sans être adossée à une création de valeur réelle de même proportion, cela crée une chose. Tout simplement, de l'inflation. Qu'est-ce que l'inflation? L'inflation, c'est quand tout se met à coûter beaucoup plus cher. Non pas parce que la valeur des biens ou leur rareté augmente, mais parce que la monnaie se dévalue rapidement. Plus il y a de monnaie, plus elle vaut rien. Comme l'illustrait simplement être le professeur des finances. Voici un exemple concret. Supposons qu'il y ait seulement 3 appartements disponibles dans votre ville. 3 personnes doivent se loger dans cette ville. Elles disposent chacune de 100 000 euros. Ces 3 acheteurs proposeront donc un prix maximum autour de 100 000 euros. Supposons maintenant que nous soyons capables d'imprimer des billets de banque que nous pouvons distribuer à ces 3 acheteurs. Nous imprimons 100 000 euros chacun, que nous leur donnons. Il y a toujours 3 appartements libres et toujours 3 personnes devant se loger. Seulement, chacun dispose désormais de 200 000 euros. Que pensez-vous qui arrivera au prix des appartements? Eh oui, leur prix augmentera. Mais est-ce le prix des appartements qui a augmenté ou la valeur de l'argent qui a baissé? Un appartement vaut toujours exactement un appartement. Ici, la valeur d'un appartement, son utilité, n'a pas bougé. En revanche, il faut désormais 2 fois plus de billets pour en acheter, car nous en avons imprimé 2 fois plus. C'est donc la valeur de l'argent qui a baissé. Si quelqu'un vous demande, d'ailleurs, c'est à cause de cela qu'on ne peut pas simplement résoudre la pauvreté en imprimant des billets de banque et en les mettant dans la poche des gens qui en ont besoin. La valeur de l'argent baisse, c'est ce qu'on appelle l'inflation, et quand le phénomène s'emballe, cela peut causer de gros problèmes. Ce fut par exemple le cas en Allemagne durant les années 20, période d'hyperinflation, souvent citée en exemple dans les cours d'économie. Durant cette période, une brouette de billets de banque ne suffisait plus pour acheter un journal. On avait vu ça dans les crises. Avec ma série vidéo La chute de Babylone. Et justement, une large partie des tweets du récent du Dr Burry font référence à un livre intitulé The Dying of Money, la mort de la monnaie, qui relate en détail ce qui s'est passé durant cette période particulière, la mort de la monnaie. Morceau choisi par Burry. Je vous propose ici, c'est dessous un récapitulatif d'extrait tiré du livre The Dying of Money, posté par Burry dans un long thread Twitter, qui entre-temps a été effacé et traduit par mes soins. Merci à lui. Tous ces extraits partent de la situation économique allemande dans les années 1920. La vie de l'inflation arrivant à sa maturité était un paradoxe qui avait ses propres caractéristiques bien spécifiques. L'une était la grande création de richesses associée à ce boom. De nombreuses fortunes semblaient être bâties en une nuit. Les prix en Allemagne étaient stables et les business comme les marchés actions étaient en plein boom. Les taux de change du mark contre le dollar et les autres monnaies grimpèrent pendant un moment. Et le mark fut momentanément la plus forte devise du monde. Juste à côté de cette richesse se trouvait
les poches de pauvreté, un nombre grandissant de gens se trouvaient bloqués à l'extérieur de l'argent facile, l'observant mais incapable d'y participer, la criminalité grimpa. Les récits de cette époque parlent également d'une progressive démoralisation de la population, aggravée par les lassitudes d'un rythme de travail effréné sans but visible associé à leur peur de voir leur propre position précaire glisser tandis que d'autres devenaient si ostensiblement riches. La spéculation, bien que ne générant aucune valeur ajoutée par l'Allemagne, devient sa principale activité. La fièvre de rejoindre le groupe pour gagner de l'argent facile toucha toutes les classes. Tout le monde, de l'opérateur d'ascenseur à la haute société, était sur les marchés. Les volumes d'échanges à la bourse de Berlin étaient si hauts que l'industrie financière n'arrivait plus à suivre les volumes de papier. Et la bourse fut obligée de fermer plusieurs jours par semaine pour pouvoir gérer les volumes. Tous les marques qui existaient durant l'été 1922 n'étaient plus assez en novembre 2023 pour acheter un simple journal ou un ticket. Ce fut la partie spectaculaire de l'effondrement du marque, mais la plupart des pertes réelles avaient été réalisées bien avant. À travers les années, le problème avait grossi silencieusement, se préparant pour le dernier acte. Le cycle inflationniste allemand n'est pas arrivé en un an, mais en 8 ans de gestation pour un an d'effondrement. Le choix se termine sur les mots suivants. Cela vous semble familier ? Que retenir de tout cela? Vous l'aurez probablement compris, Burry compare la situation monétaire actuelle à la situation pré-hyperinflation qui avait eu lieu en Allemagne post-Première Guerre mondiale. Il pense que les volumes anormaux de liquidités injectés dans l'économie sans valeur ajoutée vont nécessairement créer de l'inflation. Il craint particulièrement une inflation forte hors de contrôle et galopante. Et je conclus. J'ai pensé qu'il serait intéressant de partager avec vous cette semaine l'argumentaire et les avertissements de Michael Burry à travers ce petit article récapitulatif. De nombreux mystères subsistent parfois. Pourquoi Mike Burry efface-t-il ses tweets s'il souhaite prévenir un maximum de gens? Quelles sont ses positions sur 2021? Pourquoi tue-t-il parfois en vietnamien? Nous n'aurons probablement pas les réponses, mais une chose est sûre, au vu de ce qu'il s'est passé ces années, quand Mike Burry dit qu'il souhaite prévenir de quelque chose, l'homme avisé écoute. Ah, je ne sais pas s'il parlait de moi, mais peut-être un petit clin d'œil, je ne sais pas. Si c'est un sujet qui vous intéresse plus, alors je développerai un peu plus sur la question de l'inflation, ma position personnelle et les moyens de s'en protéger pour un prochain article. Post-scriptum, fait intéressant, selon Burry, le Bitcoin ne fait pas partie. Alors, que pensez-vous de cet argumentaire? Craignez-vous aussi un retour de l'inflation? On y est déjà. Alors, avant de passer au tableau, un onglet pour mieux comprendre ce qu'est cet indice boursier du Standard & Poor's 500 et son importance sur interactivetrading.com. C'est quand même extrêmement important. Ensuite, un petit graphique pour comprendre depuis la création du Standard & Poor's et voir sa progression avec quelques notions, notamment au niveau de la résistance et des supports. C'est quand même fondamental pour comprendre ce qu'on est en train de vivre en ce moment, tout simplement. Définition de l'indice Standard & Poor's 500. Voilà. Standard & Poor's 500 ou S&P 500 est l'un des indices phares de la bourse de Wall Street aux États-Unis. Il s'agit de la contraction de Standard & Poor's 500 qui est composée des 500 plus grandes capitalisations d'entreprises cotées sur le NYSE et le Nasdaq. L'indice est le plus représentatif du marché boursier américain car sa composition représente environ 80% de la capitalisation boursière totale des sociétés cotées à Wall Street. D'autre part, l'indice bénéficie d'une méthodologie de pondération des sociétés par rapport à la capitalisation, contrairement au Dow Jones ou au Nasdaq, le code mnémonique de S&P 500 et SPX pour Bloomberg et .SPX pour Reuters. L'historique, bon, on va commencer sa cotation à partir du 4 mars 1955 avec le graphique, alors que Standard & Poor's avait lancé son premier indice boursier en 1923. L'indice a été développé et continue à l'être par Standard & Poor's Dow Jones Indices, qui est
une joint venture entre CME Group, News Corp est majoritairement détenue par McGraw-Hill Financial et qui a également créé l'indice Dow Jones et 1 million d'autres, tels que l'indice S&P Small Cap 600. Le plus haut historique de Standard & Poor's a été réalisé le 20 mai avec 2134 points en intraday. Le plus bas historique de S&P et de 10 qui est la base de valeur de l'indice entre 1941 et 1943. Lors de la bulle Internet, l'indice avait atteint un record historique de 1552 avant de plonger de près de 50% jusqu'en octobre 2002. Alors les sociétés qui composent S&P 500 doivent respecter certains critères pour être éligibles. C'est quasiment toutes les entreprises du Forum économique mondial de Davos. Parce qu'elles doivent dépasser 5,3 milliards de dollars en capitalisation boursière, plus de 50% de flottant accessible sur les marchés. L'action de la société doit coter plus de $1. La société doit avoir publié au total sur les 4 derniers trimestres consécutifs un résultat net positif. Le volume échangé doit être d'au moins 250 000 actions par mois. La nature juridique de la société ne doit pas être dans la liste que fournit Standard & Poor's, telle qu'une société en commandite. Parmi les plus importantes, on a Apple, Microsoft, comme je disais, les entreprises, le Forum économique mondial. Les secteurs représentés par les sociétés qui composent le S&P 500 sont relativement homogènes, avec en tête le secteur des technologies de l'information, le secteur financier, la santé, l'énergie, consommation de base, consommation discrétionnaire. C'est quand même important. Alors pour terminer, la valeur de base de l'indice est fixée à 10 points. L'indice généralement utilisé reflète l'évolution des prix de chaque action dont il est composé, sans prendre en compte les dividendes. Il existe d'autres indices, S&P 500, qui intègrent les dividendes avec dividendes réinvestis bruts ou dividendes réinvestis net après impôt. Les heures de cotation de l'indice sont 15h30, 22h heure française, soit 9h30, 16h heure de New York. Donc, pour terminer, l'indice est la somme ajustée de la capitalisation boursière société qui le compose divisé par un diviseur. Ce diviseur calculé par S&P est ajusté en fonction des changements structurels des actions, tels que le spin-off, lorsque le nominal d'une action est divisé, lors d'émissions d'actions ou autres qui sont susceptibles de modifier la valeur de l'indice. Généralement, ce diviseur est d'environ 8,9 milliards. Voilà, donc formule de calcul, prix de chaque action, divisé par le nombre d'actions disponibles sur le marché de chaque société. Voilà. J'ai 3 onglets encore après, et d'autres, parce que évidemment, il y a ce qui s'est passé avec Bill Wang, bien évidemment, Archegos Capital, et puis il y a un dernier onglet en fin de vidéo sur le bateau, le fameux bateau Evergreen, bien sûr. Mais il y a quand même d'autres termes. On va revenir aussi sur le quantitative easing, les produits dérivés. C'est quand même extrêmement. Et la crainte aussi, les Anglais qui confirment la véritable possibilité d'un crash boursier. Donc c'est quand même très important. La magie d'Internet, merci à vous de me suivre et à tout de suite au tableau. Me revoilà avec le graphique que j'ai prédessiné. Bien évidemment, c'est plutôt classique pour le coup. Standard & Poor's 500, là nous avons les points, l'indice boursier, et là les années, le graphique là-bas horizontal. Alors bien sûr, ce ne sera pas forcément homogène au niveau des années, puisqu'on sait que de 1950 à 1995, l'indice a fluctué, mais bon, toujours aux alentours de cette zone de 500 points, peut-être un peu plus bas au départ, et puis voilà, et puis on va dire qu'en 95, ouais, c'est aux alentours de 500 points. Puis là, vous voyez bien 2021, 2008 avec la crise des subprimes, et l'an 2000 avec la crise .com. En 95 aussi, on a eu des crises moins importantes, mais ça a appelé à des baisses et surtout des hausses assez très élevées. Alors vous voyez 1600 points, 3700 points que j'ai marqués qui correspondent au support.
qui est un seuil caractérisant des mouvements haussiers freinant la baisse des prix. On est à peu près à 3700 points aujourd'hui au niveau du support. On peut mettre un petit point, des petits pointillés sur le support actuel. Même si ça peut démarrer à partir de là, puisque ça fluctue, et 4200 là aussi. Ici on va mettre support. Et plutôt ici on va appeler ça, enfin c'est pas moi qui vais appeler ça, mais ça s'appelle le seuil de résistance, qui est un seuil caractérisant des mouvements baissiers, surtout entraînant une correction boursière. C'est-à-dire une chute brutale des prix, une chute brutale du cours, tout simplement. Et là, ça peut faire mal, puisque là, on voit bien la crise des subprimes, on est ici. Et là, en ce moment, je vous ai dit qu'on est des records. On est à 4131 points en ce moment. On peut mettre le point ici en ce moment pour qu'on comprenne où on est. On va dire qu'on est ici en ce moment. On est, puis ça monte, hein, on est en ce moment à 4131 points. Puis bien évidemment, on est proche du seuil de résistance. Et donc, ça appelle au niveau du marché boursier malheureusement ce qu'on appelle une correction, un crash. Ça peut correspondre à cela. J'ai des liens qui vont arriver. Effectivement, puisqu'en ce moment, 70% des clients sont à la vente. Et donc, justement, hein, ça appelle, plus on approche du seuil de résistance, et plus ça appelle à des ventes. Effectivement, on a eu Bill Gates qui vend des actions, on a plein d'autres, on a plein d'infos de tout le monde. Hein, 70% des clients vendent des actions, d'ailleurs, parce qu'on approche le seuil de résistance. Et donc, par anticipation, on se dit que comme il y aura une correction boursière, eh bien, on vend. Comme ça, on récupère de l'argent, tout simplement. Et comme ça, s'il y a une correction boursière, on est tranquille. On ne perd pas les actions qu'on a vendues, tout simplement. Donc, si on s'approche de la résistance et que des gens vendent, c'est bien par anticipation pour éviter une correction sévère ou un crash terrible. Puisque là, effectivement, là, on est dans des petites zones. Hein. On a bien vu ce qui s'est passé à la crise des subprimes. Je continue le graphique. Alors, effectivement, on monte quand même assez, pour monter à la crise des subprimes, on monte quand même jusqu'à 1600 à peu près. Hop. Alors bien sûr, on a souvent des traits verts. Quand on voit les graphiques sur Internet, avec le lien sur Zone Bourse, hein, avec des traits verts ou bleus qui signifient achat et les traits rouges qui signifient vente. On verra qu'en 2008, effectivement, il y a eu une sévère correction. Là, bien évidemment, c'est la crise. C'est la crise de la bulle Internet. Attention à la bulle Bitcoin. On le voit bien dans The Economist avec une sorte de pièce de monnaie qui ressemble à une crypto. Donc il faut faire attention à. Et puis on a un Bitcoin qui est à 62 000 euros, il me semble, qui atteint. On a un Bitcoin très haut. Hein. Attention au Bitcoin. Il faut faire extrêmement attention. Si on a la crise .com, et puis effectivement, donc, comme il y a une crise, il y a souvent des achats, et on descend ici jusqu'à la zone de 800 points à peu près. Je ne sais pas si je suis bien. Jusqu'en à peu près 2003. 2003, 2004. Et puis après, on remonte petit à petit. On remonte petit à petit jusqu'en 2008. Hein, voilà, ça monte tranquille jusqu'en 2008. Et bien évidemment ici le crash. Enfin, le crash des banques finalement. Puisque, on voit bien, de 2008 à 2021, on est ici. Donc, il y a une montée inexorable.
Bien évidemment, ce sont des produits dérivés qui sont des sommes astronomiques. Et puis surtout, les produits dérivés, crédit défaut swap, et surtout l'imprimante, le quantitative easing, l'imprimante. Comme les banques sont fichues, bah, on imprime, beaucoup de liquidités qui ne vient pas de l'argent réel. Donc ici, alors, crise des subprimes. Et là, encore une fois, alors on dit c'est effectivement les États-nations vont sauver. Non, c'est l'imprimante qui a sauvé les banques, c'est l'imprimante, tout simplement. Donc il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà. Et donc ça va redescendre encore une fois à 800 points, mais c'est un peu plus sévère que la crise .com. Hein, c'est un peu plus sévère. Là, on est 2009 à peu près, 2010. Là, c'est très sévère, c'est très sec. Hein. Comme correction, comme vente des personnes. Enfin, des biens, pardon. Puis là, on va... Voilà, j'ai mis cette ligne bleue pour montrer que c'est quelque chose de continu, que ça monte tranquille. Là, effectivement, on est dans une montée, mais continue. Et je suis obligé de la faire... je suis obligé de faire la pente assez sévère, mais effectivement, quand on élargit les graphiques, ça fait un autre angle. Alors, on est bien d'accord. Là, c'est pour schématiser. Hein, on est bien d'accord. Et puis, ce qui est bien, c'est que ça marque. Quand on voit ces angles-là, ça marque aussi. Hein. C'est assez violent comme montée. C'est même pas le Tour de France, là. Ça, c'est l'Everest. Vous voyez bien ce qui s'est passé. C'est inexorable. Alors, effectivement, là, j'ai le graphique, mais il y a bien évidemment des fluctuations, etc. Et là, on se retrouve à 4131 points. Aujourd'hui, 12, 13 avril, 14 avril, 15 avril. Et ça fait que de monter. Et donc, attention, là, hein, 4200, seuil de résistance. On a commencé ici. Le standard Poor's de 500. On a commencé ici. Et là, avec le Bitcoin, attention, la valorisation des entreprises technologiques, etc. Et puis, on parle aussi de pénurie du circuit électronique aussi. On parle de pénurie de circuit électronique. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé. On peut même être triste parce qu'ici, on a vu, ici on avait dit Lehman. Lehman. Ici, on peut dire aussi Archegos. Attention aussi à Archegos. Eh oui. Bitcoin, Archegos, ici on est Lehman Brothers. Et je suis désolé. À l'époque, on avait des seuils de support et de résistance à ce niveau-là. Là, je suis désolé. Et effectivement, là, c'est à peu près, mais ici, c'était un peu plus sec au niveau des reventes. Hein, c'était assez violent en 2008, hein, pour celles et ceux qui s'en souviennent. Là, je suis désolé. Là, c'est un puissant fond. Là, je suis désolé. Là, s'il y a une correction à 4200, ça va aller. On va où, là? C'est pour ça que je dis aux gens, mieux vaut prévenir que guérir, anticiper. Malheureusement, une possible catastrophe très lourde, très violente. Et puis, Michael Burry, Cathy Wood et d'autres. Peter Schiff et d'autres. Pierre Jolovic, bien évidemment, en France, nous alerte. Là, pour le coup, c'est très parlant quand on voit un graphique comme ça. C'est très parlant. C'est compréhensible pour le collectif, pour tout à chacun. Et vraiment, c'est un graphique qui est extrêmement important à comprendre et à se le garder en tête et comprendre qu'on arrive bientôt à 4200. Donc, regardez sur le site internet où on est le S&P 500 au niveau du nombre de points. Donc, à 4200, il y aura une possible correction, voire un crash. Donc, il faut être extrêmement vigilant pour le collectif. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce tableau et je me recolle à l'écran. A tout de suite. Merci. Me revoilà avec, comme je vous disais, le graphique hein, concernant sur les 30 dernières années, 1992. Hein, on le voit bien, hein, 95, on est à peu près à 500 points. Puis d'un coup, on monte jusqu'à la crise .com ici. On redescend, mais pas trop violemment. Et on remonte tranquillement jusqu'à 2008. Et la crise des subprimes. Et on l'a bien vu ici, la correction très sèche, très droite.
Et puis on est monté inexorablement vers 4134. J'étais à 4131 aujourd'hui, la même journée, et on se retrouve à 4134. Là, et la correction qui est pas très bonne. Donc on voit bien la montée. Parce que quand on voit le graphique, on se dit que c'est pas très... parce que, juste, en fait, ce graphique, il est un peu... C'est pas une question de faux ou pas, c'est que là aussi, c'est un peu trompé. Moi aussi, je monte très haut. Mais là, regardez, on a 100 points avec une distance comme ça. Alors que là, on a 500 points avec la même distance. C'est quand même, assez remarquable de 2000. On a 500 points de cette façon-là. Et là, on a 100 points. Donc, vous voyez, en réalité, moi, ce que je vous ai montré, c'est quasiment très, très vrai. C'est très réaliste, ma montée. Alors que cette montée-là, elle n'est pas injuste. Notamment, moi, je suis honnête, hein, notamment au niveau du nombre de points. On est bien d'accord. Ça ne sensibilise pas comme moi, je l'ai montré. Mais moi, j'estime qu'au niveau des points, je suis assez honnête. Sur Zone Bourse, mais Zone Bourse qui a le mérite quand même, justement, avec ses tendances. Donc on voit bien, hein, ça confirme bien ce que je disais. Hop, pour remercier Zone Bourse, on est bien d'accord. Tendance haussière, la résistance est à 4200 points, sur tout type de terme. Et puis le support, comme je disais, à peu près 3700 dans cette séquence. Donc attention, surveillez bien les bourses, 4200 points. Aïe, attention, je vous ai montré une vidéo sur YouTube, Stock Crash Market, attention. Hein, c'est la confirmation, hein, bon, avec deux termes, résistance et support. On peut constater que ce record s'approche dangereusement de cette ligne de résistance à 4200 points. Ce record cuisinenouvelle.com nous explique. Un article à 9 avril à 20h41. Le Standard & Poor's a atteint un record de clôture pour la troisième séance consécutive vendredi à Wall Street et le Dow Jones a également terminé à un plus haut niveau inédit. Les deux indices continuant de profiter du regain d'optimisme des investisseurs sur les perspectives de croissance. L'indice Dow Jones a gagné 0,89 ou 297 points pour s'établir à 33 800 points. Le S&P plus large a pris 31,63 points, soit 0,77% à 4128,8 points, franchissant pour la première fois 4100 points. Donc, 4200, résistance, et moi je vais plutôt être vigilant, vigilance plutôt pour le coup, et il faut faire attention. Alors, bien sûr, début du mois de mai, j'espère qu'on ne sera pas à 4200, parce que j'ai envie d'avoir ma paye comme tout le monde, donc il faut être extrêmement vigilant. Vraiment. Et bien sûr, les provisions, ça c'est un grand classique. Pour le coup, j'en avais parlé depuis très 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 longtemps. C'est une évidence. De faire des provisions, d'avoir du stock alimentaire en pâte d'eau, en farine, en huile, en sucre aussi, même si c'est pas forcément super pour la santé. Là pour le coup, on rentre dans un autre mode de résistance finalement alimentaire. Oui. Donc c'est vraiment la base et l'essentiel. Donc c'est quand même important comme information à partager au plus grand nombre. Et là pour le coup, on a on a des éléments à partager à notre entourage. Hein, on a des éléments en disant résistance 4200 points. Là tu vois bien, on est à 4140. Attention. Et la résistance, c'est ceci, cela. Attention, gare à la correction. Donc là, on a des éléments très, très, très tangibles. Sur la semaine écoulée, le Standard & Poor's 2,7%, le Dow Jones 1,96% et le Nasdaq 3,12% selon les données provisoires de clôture. Le prix à la production aux États-Unis a augmenté plus qu'attendu en mars. Leur hausse en rythme annuel atteignant 4,2%, le plus haut niveau depuis 9 ans et demi. De nombreux investisseurs tablent sur une accélération de l'inflation alors que les progrès de la campagne vaccinale dans le pays alimente le rebond de l'économie, après paralysie de l'activité provoquée par la crise sanitaire et les mesures de confinement. Mais les marchés restent confiants grâce aux déclarations jugées rassurantes de la Fed. Comme je disais à la vidéo d'hier, qu'effectivement, eux ils disent que c'est plus
par un crash boursier. Le plus dangereux, c'est plus une attaque, c'est une cyberattaque plutôt, qui se dit prête à ce que son objectif d'environ 2% d'inflation soit provisoirement dépassé. Les grandes valeurs technologiques, Apple, Amazon, Microsoft, ont notamment soutenu la hausse du S&P après avoir cédé du terrain en début de séance face à une nouvelle progression du rendement des bons du Trésor à 10 ans. Celui-ci a atteint jusqu'à 1,687 après la publication de la statistique des prêts à la production avant de refluer à 1,66% environ. Amazon a en outre été porté par le rejet par ses employés d'un entrepôt dans l'Alabama d'un projet de création d'un syndicat. Pour terminer, les valeurs bancaires ont été globalement soutenues par des anticipations de résultats trimestriels solides à quelques jours du début des publications. Les analystes tablent sur la hausse de 25% des bénéfices des sociétés du S&P par rapport à la même période de 2020, ce qui constituerait leur performance trimestrielle depuis 2018. Boeing a reculé d'1%, l'une des plus fortes bêtes du Dow, après avoir demandé 16 compagnies aériennes clientes de son 737 MAX de procéder à des vérifications et oui, sur le produit sur le circuit électrique de certains avions en raison de défauts potentiels de production. Voilà. Alors continuons d'analyser ce phénomène avec ces deux termes importants que je disais. Hein. Qu'est-ce que les supports et résistances, hein, pour comprendre l'intérêt des sur stratégie-bourse.com. Pour comprendre l'intérêt des supports et des résistances techniques, il convient de se rappeler en permanence que les marchés réagissent aux actions combinées des acheteurs et des vendeurs. C'est la confrontation des achats et des ventes qui permet d'établir le niveau des prix, soit le cours des actifs concernés. Les supports. Un support est en quelque sorte un seuil à partir duquel les mouvements haussiers freinent la baisse des prix. Ce seuil est en effet considéré par les acheteurs comme un point d'entrée sur le marché intéressant. Il indique donc généralement une reprise à la hausse. Les résistances. Une résistance est en réalité l'exact inverse d'un support. Il s'agit donc d'un seuil à partir duquel les mouvements baissiers freinent la hausse des cours. Ce seuil est alors considéré comme un signal de vente intéressant. On entraîne donc le plus souvent une correction baissière. Donc là, je ne vois pas pourquoi on dérangera la règle. Le plus souvent une correction baissière, là, c'est plus une correction, là, c'est une descente dans un puits sans fond. Là. Alors, comment interpréter les supports et résistances? Pour interpréter les phénomènes de support et résistance, il convient de tracer une droite en reliant au moins 2 ou 3 points que l'on appellera droite de support ou droite de résistance. Bien entendu, plus cette droite relie les points, plus elle est fiable. Par ailleurs, lorsqu'une droite est atteinte à de nombreuses reprises, cela indique une forte probabilité de cassure de cette droite. En effet, une droite de support ou de résistance ne garantit pas un résultat dans le sens d'une correction du cours. En effet, il arrive que la capacité des acheteurs ou des vendeurs soit compromise. Aucune condition de marché particulière pousse les cours des actifs à casser cette droite, ce qui provoque alors une poursuite de la hausse ou de la baisse vers un nouveau seuil de support ou de résistance. Alors, repérer les zones de support et de résistance pour terminer. Alors, pour repérer les zones de support et de résistance sur un graphique, il faut comprendre que ces seuils correspondent le plus souvent à un phénomène psychologique. Ce sont donc souvent des chiffres ronds ou des niveaux historiques, effectivement. 4200, c'est un chiffre rond, et c'est un niveau historique. Si le cours le plus haut atteint au cours des précédentes séances est le même et a été repéré de nombreuses reprises, il peut par exemple constituer un seuil de résistance valide. Il faut donc utiliser les volumes pour déterminer les meilleurs supports et résistance. Après avoir compris la base technique de la bourse de manière humble, pour le collectif, deux autres notions sont extrêmement importantes à comprendre, comme le quantitative easing. J'en avais déjà parlé lors de la chute de Babylone, la série de vidéos Les crises, et les produits dérivés. Puis vient logiquement dans la recherche le questionnement sur l'impact de ces deux éléments sur l'économie mondiale. Tout simplement avec 3 autres onglets extrêmement intéressants. Alors qu'est-ce que ça nous dit le quantitative easing? Sur thebalance.com en traduction bien sûr. L'assouplissement quantitatif est une technique non traditionnelle utilisée par la Fed pour stimuler l'économie en temps de crise. Il augmente la masse monétaire, M2,
et abaisse les taux d'intérêt à long terme, ce qui facilite le prêt des banques. Cela stimule à son tour la croissance économique. Ça, c'est du fait de la crise de Lehman. En plus, on saura plus là, spécifiquement quand il a été utilisé les effets sur l'économie. Qu'est-ce que le QE? Le QE est le moment où une banque centrale achète des titres à long terme de ses banques membres. Rachetant ces titres, la banque centrale ajoute de l'argent neuf à l'économie. Oui, c'est du papier neuf imprimé, oui. En raison de l'afflux, les taux d'intérêt baissent, ce qui facilite l'emprunt. Quantitative easing est un outil de politique monétaire, une expansion des opérations de marché ouvertes de la Fed, qui est la façon dont il influence l'offre de monnaie. D'autres outils incluent la baisse des taux d'intérêt. La Fed utilise le quantitative easing après avoir abaissé le taux des Fed Funds à zéro. Le taux des Fed Funds est la base de tous les autres taux à court terme. Principaux plats à emporter l'assouplissement quantitatif est le moment où une banque centrale achète des titres à long terme pour stimuler l'économie. QE élargit la masse monétaire et stimule la croissance. La Fed s'en est servie pour lutter contre la crise financière de 2008, c'est ce que je dis, c'est clair. Il a également relancé quantitative easing pour répondre à la pandémie. J'aurais dû mettre aussi dans le tableau Covid-19 aussi. J'aurais dû l'écrire aussi. Attention. Aux États-Unis, seule la Fed a ce pouvoir d'imprimer. Pourquoi certaines personnes disent que la réserve fédérale, c'est pour ça que, voilà, c'est ce que je dis, ils impriment, oui. Et c'est ce que je dis, notamment Pierre Joannelich, pourquoi nous on ne peut pas imprimer, ou même Olivier Delamarche plutôt, qui parle de ça, pourquoi nous, effectivement, mon imprimante elle est juste là, pourquoi moi j'aurais pas le droit d'imprimer? C'est-à-dire j'achète une ramette et j'imprime. Je mets quelques petits trucs, non, on peut pas, il n'y a que la Fed. Voilà, c'est ça la différence. Fonctionnement du QE. En rachetant des titres à ses banques membres, la Fed leur donne de l'argent en échange d'actifs comme des obligations. L'argent supplémentaire peut ensuite être prêté. La Fed contrôle également les réserves obligataires des banques, c'est-à-dire la quantité de leurs fonds qu'elles sont tenues de conserver sous la main par rapport à ce qu'elles prêtent. L'abaissement de la Fed, de la réserve, permet aux banques de prêter une plus grande partie de leur argent, notamment à Archegos Capital. Plus d'argent qui sort augmente l'offre d'argent, ce qui permet au taux d'intérêt de baisser. La baisse des taux incite les gens à emprunter et à dépenser, ce qui stimule l'économie. Important, une banque prête tous les dépôts au-dessus de ses réserves. Ces prêts sont ensuite déposés dans d'autres banques. Ils ne gardent que 10% en réserve, prêtant le reste, prêtant à Archegos notamment. C'est ainsi que 1000 milliards de dollars de crédit de la Fed peuvent devenir 10 billions de dollars de croissance économique. 10 billions, je crois, il me semble, c'est peut-être 10 000 milliards, selon l'anglophonie, là, parce qu'en anglais et en français, c'est pas pareil les billions. La Fed a profité de l'assouplissement quantitatif à la suite de la crise financière de 2008 pour rétablir la stabilité des marchés financiers en 2020. À la suite des retombées financières de la pandémie, la Fed s'est de nouveau appuyée sur le quantitative easing, ce qui a fait passer son bilan à 7 000 milliards de dollars. La QE maintient les rendements obligataires bas. La Fed met aux enchères de grandes quantités de trésors pour payer la politique budgétaire expansionniste. Au fur et à mesure que la Fed achète des bons du trésor, elle augmente la demande. Maintenant, les rendements du trésor à un bas niveau avec les obligations. Il existe une relation inverse entre les rendements et les prix des bons du trésor sont à la base de tous les taux d'intérêt à long terme. Par conséquent, l'assouplissement quantitatif par l'achat de bons du trésor maintient également l'automobile et les taux d'endettement à la consommation abordable. Il en va de même pour la dette à long terme à taux fixe. Lorsque les taux hypothécaires sont maintenus bas, il soutient le marché du logement et les faibles taux sur les obligations d'entreprise. La QE attire les investissements étrangers et augmente les exportations, etc. etc. Voilà, c'était vraiment pour... Là, on a vraiment 4 onglets extrêmement intéressants qui sont en train de recharger. Concernant la notion de produits dérivés, alors là c'est un onglet très long, mais bien évidemment, c'est quand même extrêmement important. 1 quadrillion, c'est 1 milliard, 1 million de milliards. La richesse mondiale est à 360 000 milliards. On n'est
pas à 1 million de milliards. Par contre, les produits dérivés, oui. Et ça fait quand même, peur. C'est quand même important à comprendre. Mediandatadriveinvestor.com. Euh, je vais dire rapidement hein, une belle quintessence concernant les produits dérivés, parce que quand même, ça- c'est quand même d'une importance capitale. Warren Buffett les appelait autrefois des armes financières de destruction massive. Pour Yanis Varoufakis, ancien ministre grec des Finances et critique virulent du capitalisme moderne, ce sont des instruments financiers opaques chargés de catalyser la crise financière de 2008. En effet, l'opinion selon qui les dérivés sont synonymes de capitalisme dans sa forme la plus téméraire est partagée par beaucoup s'il est facile de simplement les étiqueter comme des produits financiers complexes conçus par des banquiers sans principe dans le seul but de leur enrichissement dépend de la société du fléau qu'un doute, qu'ils jouent un rôle essentiel sur les marchés financiers modernes. Aujourd'hui, les estimations de la valeur théorique des marchés mondiaux des dérivés sont de 558 billions de dollars à 1 quadrillion de dollars. Donc on est bien à 558 000 milliards. De 558 000 milliards à 1 million de milliards. C'est quand même assez incroyable. Pour cela mettre en perspective, voilà, 360 000 milliards, la richesse mondiale selon le Crédit Suisse. Bernie Sanders et Varoufakis. Mon but avec cette pièce n'est pas de plaider en faveur des produits dérivés en soi, mais plutôt d'explorer leur évolution d'un point de vue historique afin de mieux comprendre leur rôle et leur importance dans notre système financier. Pour ce faire, plusieurs époques historiques et emplacements géographiques correspondants ont été identifiés comme ayant joué un rôle central dans le développement des marchés modernes des dérivés en analysant les facteurs et les événements au cours de ces périodes clés. Vous pouvez comprendre comment les produits dérivés ont eu un impact sur l'évolution de nos marchés financiers et sur l'histoire économique du monde dans son ensemble. Rapidement, hein, définition des dérivés. C'est un anglais extrêmement intéressant. Le mot dérivé a ses racines dans le derivare latin, ce qui signifie conduire ou tirer un jet d'eau de sa source. Dans l'anglais d'aujourd'hui, pour obtenir des moyens d'obtenir quelque chose d'une source spécifiée, en d'autres termes, pour obtenir quelque chose d'autre. C'est le concept fondamental derrière les produits dérivés. Ce sont des instruments financiers qui tirent la valeur de celle d'un autre actif. Plus précisément, un dérivé est un contrat entre deux parties, ou plus dont la valeur dépend d'un actif sous-jacent d'un groupe d'actifs. Ces actifs sous-jacents peuvent inclure des actions, des obligations, des matières premières, des devises, des taux d'intérêt ou même d'autres dérivés. À mesure que la valeur de l'actif sous-jacent fluctue, le prix, la plateforme du dérivé fluctue également. Pour terminer, hein, comme je disais, il existe deux façons d'échanger des produits dérivés par l'intermédiaire d'un marché organisé connu sous le nom d'échange ou par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le marché gré à gré dans lequel deux contreparties se commercent directement. Bien évidemment, les bourses sont plus réglementées et fonctionnent selon un ensemble défini de règles. Alors d'ouverture produit normalisé, mais offre aux investisseurs sécurité et transparence. Les marchés gré à gré offrent plus de liberté et de flexibilité, ce qui permet aux participants de structurer des produits adaptés à leurs besoins. Mais le manque d'informations du public disponible sur les marchés peut s'avérer type de dérivé, contrat à court terme et à terme. On voit bien. C'est quand même avec ça. Options, les swaps, crédit défaut swap, le fameux défaut swap dans un swap. Hein, j'en parlais juste après dans Archegos. Deux parties échangent les flux de trésorerie ou les passifs de deux instruments financiers différents. Les swaps de taux d'intérêt sont de loin l'instrument le plus couramment utilisé. Bien que d'autres exemples utilisent les swaps et les devises. De devises et de produits de base. En règle générale, un flux de trésorerie est fixe et l'autre flotte varie en fonction de l'un des indices de référence mentionnés. Les swaps représentent une grande partie du volume mondial de produits dérivés et sont généralement négociés en vente libre, ce qui permet aux parties de les personnaliser en fonction de leurs besoins. Par exemple, dans le cas d'un swap de devises, une société française qui a besoin de valeur américaine pour un achat d'importants équipements auprès d'un fabricant américain peut conclure un accord de swap avec une société américaine qui a besoin d'euros. Par exemple, pour financer son expansion sur les marchés européens, dans ce scénario, le swap permet aux deux sociétés d'emprunter le capital de leur monnaie locale, ce qui leur donne un taux de prêt inférieur à celui auquel elles auraient dû faire face en empruntant directement auprès d'une banque étrangère. Ça fait penser aux particuliers à particulier. On a la couverture, la spéculation. Et pour terminer, les utilisations alternatives pour les produits dérivés incluent les effets de levier.
Les produits dérivés peuvent augmenter considérablement l'effet de levier lorsque le prix de l'actif sous-jacent évolue considérablement dans une direction favorable. Les options amplifient ce mouvement. Arbitrage, utilisation d'instruments dérivés pour exploiter les différences de prix sur différents marchés pour un même actif, par exemple un taux de change différent sur les contrats à terme. Alors voici un onglet extrêmement intéressant. Après toutes ces informations, Forex.com se pose légitimement la question, la bourse est-elle sur le point de s'effondrer? La bourse est-elle sur le point de s'effondrer? Ce lien est tout simplement excellent car il regroupe énormément de notions intéressantes. Donc, moi, je vous invite à le reconsulter. Bien sûr, écrit par Jonathan Ponciano, le 12 février 2021. 333 188 vues. C'est quand même assez impressionnant. Alors, on y va. Un marché aussi vieux de 12 ans, manie de l'espace de SPAC, introduit en bourse. Je continue plutôt le deuxième paragraphe parce qu'il y a quand même beaucoup de lectures. Malgré une forte correction du marché de 30% l'an dernier, le plus long marché aussi jamais enregistré a contribué à la poussée du S&P de près de 300% au cours des 10 dernières années, on l'a bien vu. Avec à la fin de la crise des subprimes, et on est monté. Et les 300%, c'est la montée que je vous ai montrée. À peu près en ligne avec la croissance des 10 dernières années, précédant le crack de .com, après quoi les actions ont plongé de 40% sur 2 ans. Forbes a analysé 11 indicateurs clés du marché qui ont flashé des signes avant que le marché boursier ne s'effondre en mars 2000. Les signaux baissiers l'emportent sur les signaux haussiers, mais les investisseurs contraires devraient se consoler dans le vieil adage selon qui les marchés boursiers ont tendance à grimper un mur d'inquiétude. Alors, on y va. C'est absolument fantastique. Là, on a tous les indicateurs, c'est fantastique. S&P 500 Shiller Cape Ratio. Dans le livre Irrationnel, Prial de Schiller, prix Nobel, il a introduit un ratio prix-bénéfice pour le S&P 500 qui a fait la moyenne des bénéfices corrigés de l'inflation au cours des 10 dernières années dans le but d'éliminer les fluctuations cycliques. Mais qu'il ne soit pas aussi élevé que le PE ratio, de point qui a mené à l'effondrement de la bulle.com, les multiples Schiller, PE, d'aujourd'hui sont plus élevés qu'ils étaient en 2 décennies. Les valorisations Wall Street sont dans la stratosphère. Association américaine du sentiment des investisseurs individuels. Des mois qui ont conduit au crack de la bulle Internet en 2000, le sentiment haussier a atteint un sommet d'environ 75%, contre 46% la semaine dernière, selon lequel hebdomadaire de l'AA2I, qui demande simplement à ses membres s'ils sont haussiers, baissiers ou neutres, si sur les perspectives du marché boursier pour les 6 prochains mois, les investisseurs avisés considèrent ce baromètre des investisseurs de détail comme un indicateur contraire, de sorte que les cotes haussières élevées sont baissiers. Là, on voit Current. Current, c'est en ce moment. Et la comparaison par rapport au niveau des pourcentages. Et là aussi, de la même façon, Current 44, 35. Ce sont des indicateurs où on s'approche dangereusement quand même. La volatilité, le VIX, le fameux VIX, l'indice de la peur. Le sentiment aussi est susceptible de prendre un coup en raison de la volatilité massive du marché. Au moins, selon l'indice CBOE, VIX, une mesure de la volatilité attendu, connu sous le nom de jauge de la peur. L'indice s'est élevé en moyenne à près de 30 l'an dernier contre environ 25 au plus fort de la bulle.com. Son sommet jusqu'à présent cette année d'environ 37 a déjà éclipsé un sommet de 33 en 2000. Donc là pour le coup, l'indice de la peur a augmenté par rapport à 2000. Donc là on a même dépassé. S&P Market Cap Concentration, grâce à l'essor des actions technologiques, la concentration des capitalisations boursières, le S&P est à son plus haut niveau historique, ce que rend les fonds de suivi des indices qui représentent des billions de dollars en valeur marchande extrêmement vulnérables aux fluctuations, dont seulement quelques entreprises aujourd'hui, les 5 premiers, Apple, Amazon, Microsoft, Tesla et Facebook, composent 21% de la capitalisation boursière totale de l'indice, ou encore plus que les 18% de la valeur marchande commandée par les 5 plus grands en 2000, lorsque Microsoft, Cisco, General Electric, Intel et ExxonMobil étaient en tête.
Note de Stack, les investisseurs montent sur la même dynamique en marche, conduisant à une concentration plus étroite d'actions à grande capitalisation. Donc, effectivement, là, c'est encore plus. Le pourcentage est plus élevé. Taux d'épargne personnel. Compte tenu du manque de possibilités de dépenses provoquées par les blocages pandémiques, le taux d'épargne des Américains a bondi à 13,7% du revenu disponible annuel, comparativement à seulement 4,5% en mars 2000. Une fois Covid s'apaisait, une fois que le Covid se termine, entre guillemets, et revient à la vie normale, les dépenses de consommation pourraient revenir en arrière avec une vengeance, ce qui est de bon augure pour l'économie. Peut-être le marché boursier, bien qu'il bénéficie déjà de l'augmentation de la richesse des consommateurs. C'est incroyable. Introduction en bourse. Une ruée haussière des premiers appels publics à l'épargne, dont beaucoup portent des noms se terminant par .com, a marqué la frénésie spéculative de la bulle technologique de la fin des années 90 avec une moyenne de 500 débuts sur les marchés publics chaque année de 95 à 99. En 2020, il y a eu 538 introductions en bourse, dont 248 SPAC, elle-même un indicateur mousseux. Les rendements moyens du premier jour en 2020, y compris ceux de DoorDash et Airbnb, étaient de 35% comparativement à une augmentation moyenne de 75% au premier jour en 1999. Toutefois, les rendements du premier jour des SPAC, qui sont des sociétés coquilles à recherche d'affaires, ont peut-être atténué la moyenne de l'an dernier. Le fameux Buffett Indicator, on le voit dans les économistes de 2016, la mesure d'évaluation préférée de Warren Buffett. Un simple rapport entre la capitalisation boursière totale des États-Unis et le produit intérieur brut annuel donne effectivement aux opérateurs du marché un point de référence pour les prix actuels, un peu comme le P/E ratio, la valeur boursière actuelle de 42 billions, 42 000 milliards, il me semble, de dollars, se compare au PIB annuel de 21 000 milliards. Un an après l'éclatement de la bulle.com, Buffett a déclaré que les sommets sans précédent auraient dû servir de signal d'avertissement fort. Si le ratio approche les 200% comme 1999 et une porte en 2000, vous jouez avec le feu, a déclaré Buffett. Là, on a encore pire. Put-call ratio. Parmi les indicateurs boursiers, le ratio put-call mesure le volume hebdomadaire d'options de vente qui sont achetées lorsque les investisseurs pensent que les actions vont chuter, divisé par le volume d'options d'achat. Les contrats achetés par des investisseurs haussiers. Malheureusement, les acheteurs d'options sont notamment mauvais investisseurs et selon le CBOE, environ 90% des acheteurs d'options perdent de l'argent. Par conséquent, le rapport put-call est considéré comme un indicateur contraire. Ainsi, si le volume haussier d'options d'achat l'emporte de loin sur le volume baissier de mise, il envoie le rapport vers le bas. Actuellement, le ratio put-call est de 0,4, presque identique aux 0,39 enregistré en mars 2000, au plus fort de la manie d'action d'Internet. Dette marge au comptant. En partie à cause de la faiblesse des taux, les soldes de la dette sur marge ont explosé à Wall Street, atteignant récemment sommet historique de 778 milliards de dollars, soit près de 37 fois les 21 milliards de dollars détenus par les investisseurs en mars 2000. Toutefois, la mesure la plus importante sur quoi se concentrer est la dette de marge par l'argent comptant dans les comptes des clients. Il est actuellement à 72%. Plus de dette que de trésorerie, contre 79%, au plus fort de la bulle.com. La spéculation est contagieuse, dit Stack, notant que la dette sur marge a contribué à faire bondir les prix de GameStop. Pour terminer, les actifs de la Fed, grâce à l'approche d'un des torpilles de Jérôme Powell pour stimuler l'économie pendant la pandémie, les actifs du bilan de la Fed ont grimpé en flèche de plus de 3 000 milliards de dollars à niveau record. Il y a près de 13 fois les actifs détenus pendant la bulle.com. Aujourd'hui, les actifs de la Fed s'élèvent à 35% du PIB contre moins de 4,5% du PIB. Il y a 20 ans, la Fed a acheté des bons du Trésor et des titres adossés à des créances hypothécaires à hauteur de 120 milliards de dollars par mois dans le but de stimuler les ménages et les entreprises, ce qui lubrifie sur le marché boursier jusqu'à présent. Taux des fonds fédéraux, là c'est fini après. Pour terminer, l'économie exige que les taux d'intérêt soient inversement corrélés en actions. Il ne fait aucun doute que l'engagement ferme de la Fed à maintenir les taux d'intérêt bas continue à pousser le marché boursier à la hausse, parce que sans interruption depuis plus d'une décennie, avec le biais du Trésor à 10 ans à 1% et les fonds fédéraux à 0,1%, il est difficile de baisser les taux à partir
d'ici à 1% et les fonds fédéraux à 0,1%. Il est peut-être difficile de baisser les taux à partir d'ici, dit Stack. La difficulté aujourd'hui, c'est que nous avons le marché boursier le plus sensible aux taux d'intérêt dans l'histoire. Oui, c'est très bas, les taux d'intérêt sont effectivement très bas. C'est vraiment fantastique quand même pour comprendre tout tranquillement et relire tranquillement c'est tombé pour bien comprendre vers où on va et pourquoi c'est en train de s'effondrer. C'est quand même important. Là, on a tous les indicateurs dans le rouge. C'est jamais vu, tout simplement. D'autant plus que le journal de Montréal se pose de la même manière cette question de la possible correction. Là, on n'est pas de crash, là, on parle de correction boursière suite au record proche de la zone de résistance. Bien sûr que le paramètre de grands titres de haute technologie sont entrés cette semaine en phase de correction boursière n'est pas surprenant en soi. Ce recul de quelques 10% survient après une explosion de 114% au cours des 12 derniers mois. Là, c'est en phase de correction, c'est le Journal de Montréal, en phase de correction boursière. On est bien d'accord. D'ailleurs, il ne faudra pas se surprendre de voir prochainement d'autres grands indices boursiers emboîter le pas de la correction boursière. Je ne le souhaite évidemment pas, mais à la suite de la très forte hausse boursière enregistrée au fil des 12 derniers mois, il serait normal de subir une correction de 10 à 15%. Pourquoi? Parce qu'une correction boursière permettrait de remettre les spéculateurs à leur place, notamment Archegos, de stopper le gonflement de la bulle boursière, notamment Bitcoin, de rabaisser la valeur des titres nettement trop surévaluée, surtout de réévaluer les perspectives boursières économiques en fonction de l'après-Covid, à la suite de la vaccination généralisée de la population. Ça, c'est en plan, bien sûr, on est bien d'accord. L'an dernier, à pareille période, la bourse s'apprêtait à connaître une des pires déconfitures en raison de la pandémie, qui allait ébranler la confiance des investisseurs à la grandeur de cette planète. En l'espace d'à peine un mois de la dernière semaine de février jusqu'au 23 mars 2020, les plus grandes places boursières ont enregistré des pertes de 35 à 40% par rapport à leurs sommets respectifs atteints au cours des semaines précédentes. J'en ai parlé l'année dernière. Puis à partir du creux boursier du 23 mars 2020, alors que la pandémie était solidement enclenchée, les investisseurs ont petit à petit repris espoir de jours bien meilleurs. La baisse généralisée des taux d'intérêt à la suite de l'intervention massive de la Fed, notamment, la Banque du Canada, ainsi que la mise en place de vastes plans d'intervention économique visant à soutenir les ménages et les entreprises face à la violente crise économique ont eu pour effet de rassurer les investisseurs. C'est ainsi que la bourse américaine a repris, etc. Voilà, let's speak, etc. Bon, les facteurs inquiétants, on a vu tout ça. C'est quand même extrêmement important. Alors, les augmentations ahurissantes, je passe un peu plus vite quand même. Creux mars 2020, sommet, on a des hausses. Alors, tous les indices, c'est quand même assez impressionnant. Là, effectivement, le Standard & Poor's, 2192, et là on se retrouve quasiment à 4000 points en février. Ben là, on est bientôt à 4200. Donc, il faut faire attention. Alors, là, pour le coup, c'est quand même un peu plus parlant. Après Forbes, Journal de Montréal, là, c'est cette fois-ci l'avertissement du FMI à travers le site capital.fr concernant le boom de la dette risquant de mener à un crash. Le boom de la dette risque de mener à un crash en bourse et de plomber l'économie, avertit le FMI de 29 mars 2021. C'est quand même assez impressionnant cette affaire. Qu'est-ce que ça nous dit? Des niveaux élevés ou des augmentations rapides de l'endettement peuvent être vulnérables, qui exposera à l'avenir l'économie à un ralentissement sévère de l'activité ou à une forte correction des prix des actifs. Avertit le FMI un peu plus haut quand même. Le recours massif à la dette constitue une arme à double tranchant pour la stabilité financière, avertit le FMI. Les décideurs politiques sont confrontés à un dilemme, reconnaissent Adolfo Barajas et Fabio Natalucci, économistes du FMI. Dans un blog publié lundi en amont des réunions de printemps de l'institution financière et de la publication du rapport sur la stabilité financière. Il souligne que pour la pandémie Covid-19, le recours massif à l'emprunt est l'effet de levier qui va avec a joué un rôle particulièrement important pour la reprise, puisque les aides consenties par les gouvernements et les politiques accommodantes des banques centrales ont garanti aux entreprises et aux ménages de continuer à accéder au marché du crédit. De nombreuses entreprises ont réussi à limiter le nombre de licenciements, soulignent également les auteurs du blog. Quand une entreprise sans dette
Pour augmenter sa capacité d'investissement et sa rentabilité, on parle d'effet de levier. L'effet de levier est d'autant plus élevé que la dette rapportée au cash généré par l'entreprise est importante, mais il est plus important et plus le risque pour l'entreprise en cas de retournement de son activité est important pour terminer. Cependant, des niveaux élevés ou des augmentations rapides de l'endettement peuvent être une vulnérabilité qui exposerait à l'avenir l'économie à un ralentissement sévère de l'activité ou une forte correction des prix des actifs. Observe ainsi les deux experts, bien que nécessaires à court terme pour protéger l'économie mondiale contre les effets dévastateurs de la pandémie, le fort endettement peut devenir une vulnérabilité qui pose plus tard un risque pour la stabilité financière, ajoute-t-il. Euh, donc, c'est quand même assez important. Après cette séquence extrêmement importante sur la bourse et son possible effondrement, une catastrophe majeure a eu lieu fin mars à propos d'un family office Archegos Capital Management qui gère la fortune personnelle de Bill Hwang. Il s'agit d'une perte massive de 20 milliards de dollars en 2 jours, comme nous l'explique très clairement Bloomberg. Là aussi encore, c'est extrêmement intéressant à lire et à relire. C'est vraiment... Là, il nous parle de sa vie, sa vision. Archegos, bien évidemment, c'est le chef, le prince, le Christ, celui qui a la tête en toutes choses et a ainsi les moyens d'être un exemple, un prédécesseur, un pionnier. C'est quand même très biblique, si j'ose dire, Archegos. Et puis là, il y a toute la vie, il y a une grande compréhension globale de ce qui s'est passé par rapport à Archegos Capital Management. C'est extrêmement important. Oui, il y a énormément de choses. Évidemment, je ne vais pas tout lire, c'est impossible. Mais moi, je vous redirige vers la lecture globale de cet onglet parce que c'est vraiment extrêmement intéressant. Bon, on y va. Alors, rapidement, hein, c'est quand même important. Avant de tout perdre, d'1 milliard de dollars, Bill Hwang était le plus grand commerçant, vous ne l'avez jamais entendu parler, à partir de 2013. Il apparaît plus de 200 millions de dollars restants de son hedge fund fermé dans une fortune ahurissante en pariant sur les actions. S'il avait plié la main début mars et encaissé, Hwang, 57 ans, se serait démarqué parmi les milliardaires du monde. Il y a hommes et femmes plus riches, bien sûr, mais leur argent est principalement lié dans les entreprises, l'immobilier, les investissements complexes, les équipes fortives et les œuvres d'art. La valeur nette de 20 milliards de dollars de Hwang était presque aussi liquide qu'un chèque de relance de gouvernement. Et puis en 2 jours, il avait disparu. Je sais pas comment. Voilà, c'est un peu plus gros. L'implosion soudaine de Hwang, Archegos Capital Management, fin mars, est l'un des GC les plus spectaculaires de l'histoire financière moderne. Personne n'a perdu autant d'argent aussi rapidement. À son apogée, la richesse de Hwang a brièvement éclipsé 30 milliards de dollars. C'est aussi un cas particulier. Contrairement aux stars de Wall Street, contrairement aux stars de Wall Street et aux lauréats de prix Nobel qui ont dirigé longtemps le capital management, qui a fait exploser en 1998, Hwang était en grande partie inconnu, en dehors d'un petit cercle d'autres membres de l'Église. Oui. Mais dans sa vision chrétienne, etc., très intéressante à lire, et tout ancien collègue d'H. Fund, ainsi qu'une poignée de banquiers. Il est devenu le plus grand des malais argo-financiers. Pour quelqu'un qui a une présence dominante sur le marché, sans jamais briser la surface par dessin ou par accident, Archegos ne s'est jamais présenté dans les documents réglementaires qui révèlent les principaux actionnaires d'actions publiques. Hwang a utilisé des swaps, on a bien vu ça, un type de dérivé qui donne à un investisseur une exposition au gain ou aux pertes d'un actif sous-jacent sans en être propriétaire directement. Cela cachait à la fois son identité et la taille de ses positions. Même les entreprises qui ont financé ces investissements ne pouvaient pas voir la situation dans son ensemble. C'est pourquoi vendredi 26 mars 2021, lorsque les investisseurs du monde entier ont appris qu'une société à rappeler Archegos avait fait défaut sur des prêts utilisés pour construire un portefeuille stupéfiant de 100 milliards de dollars, la première question était qui? Bill Hwang. Parce qu'il utilisait de l'argent emprunté et le levier de ses paris quintuplés. L'effondrement de Hwang a laissé une piste de destruction. Les banques ont jeté ses avoirs. Sauriant les actions, Crédit Suisse, l'un des prêteurs de Hwang, perdu 4,7 milliards de dollars. Plusieurs hauts dirigeants, dont le directeur de la banque d'investissement, ont été contraints de partir. Nomura Holding fait face à une perte
environ 2 milliards de dollars. Wang est tout sauf le plus grand que nature que l'on pourrait s'attendre au centre d'un fiasco financier. Il n'y a pas de pathos de lance sur Central Park à Manhattan, pas de chalet à flanc de colline au Yellowstone Club, pas de jet privé. Je grandis dans la famille d'un pasteur. Nous étions pauvres. À titre déclaré dans une vidéo enregistrée à l'église communautaire métro du New Jersey en 2019, je vous avoue, je ne pouvais pas vivre très mal, mais je vis quelques gros points bas où je pourrais vivre. Donc là, nous avons, hop, voilà. Donc là, nous avons la photo de Bill Wang. Quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, il ressemble à Satoshi Nakamoto. Ça m'est venu tout de suite, oui. Ça, bien évidemment, ça. Mais voilà, il faut rester vigilant quand même. C'est quand même assez impressionnant. Hein. Je sais pas, ça ne veut rien dire, hein, avoir une tête de Satoshi Nakamoto, créateur de Bitcoin, ça ne veut rien dire. Mais il y a une vision biblique, il y a une intelligence derrière, il y a quelque chose quand même. Et ce lien-là le montre. Alors, moi, je continue, vous voyez, c'est fantastique, il y a plein de choses, là, c'est en train de traduire en temps réel. Je ne peux pas tout lire, je suis désolé, bien sûr. Voilà, alors, j'essaie d'investir selon la parole de Dieu et la puissance de l'Esprit Saint. C'est intéressant. Comme notation, vous voyez, il y a tellement de choses. Alors, où est-ce que je suis? Je suis peut-être allé trop loin finalement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, les règles américaines empêchent les investisseurs individuels d'acheter des titres dont plus de 50% de l'argent est emprunté sur marge. Ces limites ne s'appliquent pas aux hedge funds et aux family office. Et ces limites ne s'appliquent pas aux hedge funds et aux family office. C'est extrêmement important de le comprendre. Les gens familiers avec Archegos disent que l'entreprise n'a cessé d'accroître son effet de levier. Donc, au départ, cela signifiait environ 2 fois, soit 1 million de dollars empruntés pour chaque million de dollars de capital. À la fin mars, l'effet de levier était 5 fois ou plus. Wang a également gardé ses banques dans le noir, dans la brume, hein, en négociant via des accords de swap. Dans un swap typique, une banque donne à son client une exposition à un actif sous-jacent tel qu'une action. Bien que les clients gagnent ou perdent toute modification de prix, la banque apparaît dans les dépôts en tant que détenteur à enregistrer les actions. C'est ainsi que Wang a été en mesure d'amasser des positions énormes si tranquillement. Et parce que les prêteurs n'avaient que du détail sur leur propre relation avec lui, eux aussi ne pouvaient pas savoir qu'il empilait sur l'effet de levier dans les mêmes actions via des swaps avec d'autres banques. Viacom est un exemple, fin mars, Archegos avait été exposé à des dizaines de millions d'actions du conglomérat de médias, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Group, etc. Crédit Suisse, Wells Fargo, le plus grand détenteur de record. Le géant de l'indexation Vanguard Group détenait 59 millions d'actions. Dommage aux prêteurs, voilà, Crédit Suisse et Nomura. Il n'y a aucune preuve qu'Archegos ait fait quelque chose d'inapproprié. L'atmosphère entretenue dans ses bureaux était particulièrement sobre. Un ancien employé dit qu'il n'y avait pas de malédiction de l'urine politique empruntée à Robertson Tigers, qui contraste fortement avec le blasphème commun sur la plupart des planchers de négociation. La même source rappelle également Wang Toting un sac à dos comme un étudiant en louant Uniqlo, la marque de mode rapide, parce qu'il est bon marché et confortable. Un idéal utilitaire. Le choc d'humilité et d'audace s'est joué au 38e étage de la 888e à 7th Avenue, au-dessus de Central Park d'un côté, Grace and Mercy de l'autre, Archegos. Les gens familiers avec les investissements de Wang, les premières années où il dirigeait Archegos, disent qu'il comprenait Amazon, Expedia, les moteurs de réservation de voyage, LinkedIn, le site de recherche d'emploi que Microsoft allait acquérir en 2016. Un pari gagnant sur Netflix a apporté près d'1 milliard de dollars à Archegos. Estime un ancien collègue, Wang semblait canaliser la thèse que Cathy Wood appliquait chez Arc et que des millions d'investisseurs de détail commençaient à adopter les perturbations technologiques. Il était sur Jay Show en 2017. Archegos avait environ 4 milliards de dollars de capital, etc. Bon, après, il y a plein d'autres choses. Hein. Il y a plein d'autres choses extrêmement intéressantes. J'ai lu, grosso modo, hein, il y a quand même beaucoup de choses. Je suis obligé de... Mais
Voilà, en gros. Hein, j'ai eu la carte essence en gros, parce que sinon, je suis préparé, mais j'allais pas m'arrêter aussi. Hein. Donc, il y a quand même, voilà, canal de Suez. Et là, pour terminer justement, sur Argos. Et puis, bien évidemment, ce qu'on vit en ce moment, peut-être est-ce un moment Minsky. Et pour terminer, le canal de Suez, cette vidéo. Après cette lecture, pour bien comprendre le contexte de cette catastrophe économique, la SEC, Securities and Exchange Commission, ouvre une enquête sur le chaos à Argos, sur Zero Edge. Zero Edge, alors là, ah super, ça traduit. Là, on voit bien Margin Call avec Jeremy Irons, notamment, par Tyler Durden, mercredi 31 mars. La SEC ouvre une enquête sur le chaos d'Argos. Deutsche Bank confirme la vente rapide pour éviter toutes les pertes. Oui, la Deutsche Bank, ils ont intérêt. Hein. On les a bien nourris hein, quand même depuis mes dernières vidéos. On a bien nourri la Deutsche Bank. Pour nourrir toutes les autres. On a bien vu le graphique que je remontrais souvent. Comme plus de détails de la débâcle désormais infâme entourant Tiger Club Argos, dont les expositions massives à base de produits dérivés se sont déversées à l'air libre et transformées en le plus grand et le plus douloureux Margin Call, l'appel de marge, roulement a frappé Wall Street depuis Lehman Brothers. C'est pour ça que je l'ai marqué. Hein. C'est quand même important. Et Zero Edge le confirme. Hein. Nous savons maintenant qu'au moins 6 courtiers pris une brouillée pour dérouler la plus grande explosion de fonds spéculatifs. Depuis LTCM sans marteler le marché global. Pour gagner sa vie dans cette entreprise, être le premier à être plus intelligent ou tricher. Alors, qu'est-ce que ça me dit? J'aime bien cette photo de Bill Wong là avec les. Ça me tente bien de mettre cette vidéo, enfin cette image en vidéo, mais on verra. J'hésite un petit peu. Donc là on voit bien Deutsche Bank pour une fois, qui n'est pas dans les coups fourris si j'ose dire. Mais bon, c'est pas de leur fait, c'est plutôt. Ils ne voient pas l'argent qu'ils prennent, c'est comme ça que le système est fait. Bon, voilà, les hedge funds c'est ça, hein, tout simplement. Enfin les family office pour le coup. Et ils sont tranquilles. Nous avons précédemment noté que Morgan Stanley et Goldman Sachs étaient les premiers à rompre les rangs et rejeter les efforts des émissaires de Crédit Suisse qui tentaient de créer un consensus pour donner les positions sans provoquer de panique. Et non. Pour ça, je parlais de panique boursière aussi, notamment. Comme nous savons maintenant, Nomura et Crédit Suisse qui ont tergiversé hein, et ne savent plus quoi faire, voyant leurs actions écraser leurs primes de couverture de risque contrepartie exploser au plus haut. Aujourd'hui, nous obtenons la confirmation que Deutsche Bank était parmi les premiers transfuges. Hein. Théorie comme Bloomberg rapporte, la plus grande banque allemande a vendu environ 4 milliards de dollars de participation saisie dans l'implosion d'Argos dans une grande affaire privée, ce vendredi 26 mars. Je ne comprends pas, c'est des zombies de ce monde. Comment ils font pour être encore là? Il n'est pas clair si la vente de Deutsche Bank était une entreprise ou un consortium, s'il s'agissait d'un seul acheteur. Oui, l'imprimante, effectivement. Ils survivent, toutes les banques survivent grâce à l'imprimante, bien sûr. Sur la plus grande transaction connue à émerger du dénuement désordonné de l'énorme portefeuille de Wang. Il porte également près de 30 milliards de dollars. La valeur connue des investissements, comme je disais, parce que ce qui ont été connus, liquidés jusqu'à présent. Et maintenant, comme d'habitude, après une explosion majeure du marché, hein, la SEC a ouvert une enquête préliminaire sur Bill Wang sur ses opérations à effet de levier qui ont secoué Wall Street. Bloomberg rapporte que, selon une personne familière avec la question, c'est le lien que j'ai lu, il me semble, qui a demandé à ne pas être nommé parce que l'enquête n'est pas publique. L'examen en est à ses débuts et est dirigé par le groupe de gestion d'actifs dans la division d'exécution. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que Wang est dans le collimateur de la SEC en 2012, effectivement. Bon, là, effectivement, nous sommes impatients de savoir ce qu'ils vont faire cette fois. Bon, on verra bien, on verra bien. Oui, cette inquiétude sur l'avenir du marché financier peut nous conduire à un terme que nous appelons le moment Minsky, the Minsky moment. Encore une fois sur le site Forbes.com, le même sur le site officiel classique, quasiment. Forbes, Bloomberg, Capital, classique. C'est plus
de compréhension sur l'économie. Euh, pour tout un chacun, pour le collectif. J'espère avoir été le plus didactique, le plus concis, le plus précis possible, parce que c'est vraiment pas évident, je ne suis pas expert dans ce domaine-là, bien évidemment. Le moment Minsky, pourquoi la stabilité conduit à la panique et ce qu'il faut faire à ce sujet. John Jennings, 4 janvier 2021. Ah, oh, super. Alors, nous savons tous que l'économie évolue en cycle. Boom est suivi par bust et suivi par boom. Pour toujours, une question à laquelle nous aimerions tous répondre est la suivante. Où en sommes-nous maintenant dans le cycle? L'hypothèse d'instabilité financière de l'économiste Iman Minsky aide à répondre à cette question. L'économie classique suppose que le marché est fondamentalement stable. Une hypothèse sous-jacente à la théorie économique classique est que l'économie est fondamentalement stable et cherche l'équilibre. La théorie soutient qu'au fur et à mesure que les excès se produisent, les acteurs rationnels du marché voient les excès et agissent pour faire de l'argent ou éviter de le perdre et ainsi ramener l'économie vers l'équilibre. Selon cette théorie, les bulles et les accidents sont causés par des chocs externes à l'économie, tels que les maladies, Covid-19, malheureusement. Vous savez ce que j'en pense et j'ai fait une enquête, hein, on est bien d'accord. Les guerres et les découvertes technologiques. Bien que les chocs externes, comme l'embargo pétrolier OPEP des années 70 ou la pandémie actuelle, aient certainement des effets économiques importants, ils n'expliquent pas adéquatement la séquence des booms et des récessions que nous avons vues. Le boom.com de 2000 et la crise financière de 2008 n'ont pas été causés par des chocs externes. Ils montrent que l'économie n'est pas fondamentalement stable. Minsky a proposé que le marché soit fondamentalement stable. Iman Minsky a été économiste à l'université Washington à Saint-Louis de 1965 à 1990. Il a proposé une théorie qu'il a étiquetée l'hypothèse de l'instabilité financière qui soutient que l'économie crée ses propres bulles et accidents. L'essentiel de cette théorie est que les économies stables sèment les graines de leur propre destruction parce que la stabilité semblant sûre encourage les gens à prendre des risques. Cette prise de risque crée une instabilité financière qui finit par se traduire par la panique et la crise. On voit bien dans les économies, c'est encore une fois 2015, avec les petits enfants panique, avec l'image du jeu panique, effectivement. Et dans le 2016, c'est pas confirmé, mais on a encore une autre image avec Warren Buffett, avec le jeu. Et là, c'est le 2021, là, carrément, c'est. On a l'impression qu'on allégorise cette séquence. Malheureusement, son vivant, ni Minsky, ni son hypothèse n'ont été pris au sérieux. Il est mort en 1996, avant la dot-com et la grande récession, qui ont tous deux donné foi à ses idées. Sa théorie est maintenant acceptée comme une explication principale des cycles de boom et de récession de l'économie. L'hypothèse de l'instabilité financière s'enracine dans les fluctuations entre la prise de risque excessive et la panique qui suit lorsque la prise de risque surchauffe et l'effondrement de l'économie. L'augmentation du risque dans l'économie se voit dans les conditions actuelles. La dette est contractée. Minsky a émis l'hypothèse de 3 étapes de prêt qu'il a surnommée couverture spéculative et Ponzi. Pendant l'étape de la couverture, les prêteurs et les emprunteurs sont prudents en raison des pertes qu'ils ont subies lors de la récession précédente. Les emprunteurs se méfient de l'effet de levier. Et oui, les emprunteurs se méfient de l'effet de levier. Ils ne sont pas assez méfiés, apparemment, les banques, des effets de levier de Bill Bang. Et les prêteurs font des prêts en montant modeste avec des exigences de crédit strictes. À ce stade, le montant de la dette dans le système est raisonnable. Au cours de la phase spéculative suivante, les participants au marché deviennent plus confiants dans une reprise. Les emprunteurs s'endettent davantage et l'économie commence à prospérer. Les prêteurs accordent des crédits fondés sur des normes toujours plus basses. Supposons que les prix des actifs continueront d'augmenter au cours de cette étape, les emprunteurs peuvent couvrir les intérêts sur les prêts mais deviennent moins en mesure de rembourser le capital. À l'étape finale de Ponzi, les prêteurs et les emprunteurs ont oublié les leçons de la crise précédente. Tout le monde est sûr que les prix des actifs continueront d'augmenter et la dette est accordée avec des remboursements basés sur cette hypothèse. L'économie devient surendettée, la dette et la prise de risque ont créé un cœur de carte financière. Pour terminer, enfin, un moment Minsky, comme l'a surnommé Paul McCulley de PIMCO, se produit. Les initiés du marché prennent des bénéfices, tout le monde panique et un krach s'ensuit avant que le cycle économique ne recommence. L'idée clé du modèle de Minsky est que la stabilité elle-même
et déstabilisant. Parce que pendant les périodes de stabilité économique, les investissements sains conduisent à l'euphorie spéculative, à l'augmentation de l'effet de levier financier et à une surextension de la dette, ce qui aboutit finalement au moment Mitski, qui conduit à la récession, voire à une crise financière. C'est la question que je pose. Est-ce que nous sommes en train de vivre un moment Minsky? C'est probable. Là, tout converge vers ça, malheureusement. Publié le 30 mars sur Novetic pour terminer. Il y a peut-être une vidéo complète à faire sur ça, sur cette affaire du canal de Suez. Bon, bien sûr, il est débloqué, mais cette conséquence à long terme se décide pour terminer cette vidéo. Une semaine après cette échoué dans le canal de Suez, axe maritime stratégique pour le commerce mondial, le porte-conteneur Ever Given a été non sans mal remis à flot. Cette catastrophe rarissime qui a bloqué plusieurs jours. Plus de 10% du commerce mondial aura des conséquences bien au-delà du seul secteur du transport. Zoom sur cet effet majeur de ce blocage. Non. La course au gigantisme remise en cause. Ce sont des colosses au pied d'argile Ever Given. C'était un bateau de près de 400 mètres de l'eau capable de porter 24 000 conteneurs, symbolise la défaillance de ces géants de mer. Trop gros pour passer les routes maritimes. Ah, je veux dire, je suis surpris comme vous. En 1980 et 2017, leur poids a été multiplié par 4. Rapport France Culture, si cela permet aux entreprises de réduire les coûts, ces bateaux géants représentent un vrai risque illustré par le blocage du canal qui, malgré le lancement d'un énorme chantier en ce sens, a tardé à s'adapter à la taille de ces navires, bien sûr. L'ultra-dépendance à la Chine mise en lumière. Ce sont 10 milliards de dollars de marchandises qui transitent chaque jour par le canal de Suez. L'année dernière, 75% des conteneurs transportés provenaient de la Chine, figurant la grande dépendance de l'Europe envers Pékin. L'Ever Given est ainsi parti le 4 mars du port de Ningbo, dans l'est de la Chine, et devrait arriver à Rotterdam, aux Pays-Bas. Là aussi, il faut voir les infos. Parce que là, c'est assez flou quand même. Dans les conteneurs, il y a à la fois votre téléphone, des éléments de construction d'une voiture, ou l'absus révélateur au tableau, au niveau des ventes des êtres humains. Oui, non, mais malheureusement, c'est aussi pour nous sensibiliser par rapport au trafic humain, malheureusement. 24 000 conteneurs, c'est quand même assez énorme. Des éléments de construction de voitures ou des pièces réservées à la construction d'éoliennes. Explique à France 24, Paul Tourret, directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime, des milliards de dollars perdus chaque jour. Si le 29 mars, le porte-conteneur était bien parti pour son périple, le directeur exécutif de Royal Boskalis, société mandatée, si on veut, pour aider à dégager Ever Given, estime qu'il faudra encore 3,5 jours pour que le trafic reprenne à son nombre de croisières pour la ouvrir. Actuellement, près de 400 navires sont en attente. Or, l'assureur Allianz estime que chaque jour d'immobilisation coûte entre 6 et 10 milliards de dollars au commerce mondial. Donc chaque jour, si vous comptez, voilà, on est quasiment à 100 milliards. Quoi. Chaque heure, c'est 400 millions. 10 milliards au S&P 500, fou, hein, mais conteneurs, composants électroniques et médicaux. On parle de pénurie de composants électroniques. Quelques 24 000 conteneurs de l'Ever Given ont été bloqués plusieurs jours, mais il y a aussi ceux transportés par les 400 autres navires. Bloqués de part et d'autre des 190 km du canal égyptien. Cette mobilisation forcée va renforcer encore la tension pour certains approvisionnements en Europe. C'est ainsi le cas des pièces électroniques provenant de Chine ou de Taïwan qui pourraient mettre à mal l'industrie auto en particulier. C'est aussi le cas des conteneurs eux-mêmes. Le monde en manque en raison de la relance économique. Enfin, les laboratoires européens qui fabriquent les vaccins pourraient aussi souffrir de retard de livraison. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, si vous avez vu ma dernière vidéo sur mon enquête sur le Covid. 130 000 moutons coincés dans les cargos. La situation est critique et risque en période de ramadan et risque de devenir une tragédie maritime sans précédent impliquant des animaux. L'ONG Animals International, ONG, a tiré la sonnette d'alarme ces derniers jours quant au sort des 130 000 moutons transportés à bord de bateaux coincés avec le blocage du canal de Suez. 11 cargos provenant de Roumanie, Espagne, Amérique du Sud seraient concernés. Si l'Agence nationale sanitaire vétérinaire affirme que les bêtes seront débarquées dans d'autres ports si nécessaire, cette situation relance le débat sur le transport d'animaux vivants. Le mois dernier, plus de 2600 bovins ont erré plus de 2 mois dans la Méditerranée. Et puis l'OMS a confirmé ne plus qu'on vende d'animaux sauvages dans les marchés. Ça devait être fait quand même depuis bien longtemps. Ils sont plutôt logiques par rapport à leur récit du pangolin.
quand même, ils ont mis quand même plus d'un an. Hein. Ça fait longtemps qu'ils nous ont sorti le pangolin. Ne plus vendre d'animaux sauvages dans les marchés, ça devait être logique quand même plus tôt, hein, il me semble. Bon. On sait qui les finance et bon, voilà. C'est pas très, très net tout ça. Ouverture vers la voie arctique, on le voit bien dans les économistes 2019 aussi. L'incident du canal de Suez en a réjoui certains. Ils ont eu une mise en évidence de la fragilité de nos voies d'approvisionnement et la nécessité de s'orienter vers une mondialisation plus raisonnable. Les autorités russes aussi, mais pas pour les mêmes raisons, ceux-ci assurent que le blocage de l'étroit passage égyptien est une publicité gênante pour le passage arctique au nord de la Russie, qui avec le réchauffement climatique est de plus en plus tôt dans l'année libre des glaces. Le blocage du canal de Suez a mis en lumière la nécessité avant tout de la poursuite du développement de la route maritime du Nord. Explique le diplomate russe Nikolai Korchunov. Pour terminer, créer une concurrence ferroviaire au canal. Il existe deux possibilités ferrées pour remplacer une partie du transport maritime. La première serait un voyage de 11 000 km depuis la Chine jusqu'à l'Atlantique. Un voyage à peine 15 jours, contre 60 en bateau, même si chaque train aura une capacité de 1000 à 2000 fois moindre qu'un porte-conteneur. L'autre alternative serait un mix bateau-ferroviaire qui représenterait une ligne à grande vitesse entre Ain-Sokna au sud du canal et elle l'amène loin à l'ouest en bord de Méditerranée, un trajet de 500 km couvert en quelques heures, sans compter toutefois les chargements et déchargements des bateaux. Et donc c'est toujours compliqué et intéressant dans l'éthique, toujours intéressant. Donc voilà pour cette vidéo, de quasiment 2 heures à peu près, un peu moins. Donc n'hésitez pas à faire vos commentaires, notamment là vraiment c'est une info très très nette au niveau du seuil de résistance. Regardez bien, toujours anticiper. Comme je vous ai dit, faire les provisions, et ça c'est un grand classique, bien sûr, pour tout à chacun. Et puis surtout, là, pour le coup, effectivement, pour la majorité des personnes, le grand public, effectivement, là on a l'information très claire, mais au niveau de la résistance, à 4200 points par rapport au standard Zandpool, là on est à 4134. Donc là, pour le coup, on peut en parler et bien argumenter, surtout. Et expliquer aux gens, moi j'ai toujours dit, retirer son argent liquide, faire des provisions, acheter de l'or et de l'argent physique, tout simplement, sans que les billets restent à la maison endormis. Il faut que l'argent bouge, vite, et surtout soit utile de manière anticipée, notamment au niveau de la nourriture, et surtout au niveau physique pour la suite de la séquence économique à venir. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à parler à votre entourage, c'est extrêmement important. La situation est extrêmement critique, je reste vigilant. Alors, bien sûr, on l'a bien vu ma vidéo d'hier, donc je reste vigilant, ne vous inquiétez pas. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas vos commentaires, vos abonnements et vos pouces leviers, c'est toujours important. Et moi, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, merci.